j'ai envie de préciser ma pratique parce que donc je propose d'accompagner des méditations et c'est pas parce que j'emploie le terme méditation que je m'associe à toutes celles et ceux qui proposent ces pratiques. C'est pas parce que je m'associe pas que je les rejette non plus. Je pense que chacun et chacune a sa place. En tant que praticien d'une approche thérapeutique par le massage et aussi donc par le mouvement, par la présence du Qigong, ce que j'appelle le Qigong, etc., les arts énergétiques taoïstes, j'ai exploré beaucoup de choses et j'explore beaucoup de choses dans la nature humaine, et notamment le souffle, cette dimension qu'on appelle le souffle, c'est-à-dire le Qi en chinois, on peut appeler ça prana, c'est-à-dire cet espace de rencontre entre la densité du corps, ce qui me permet de dire je suis réveillé, je suis présent, j'existe, je suis là, et le subtil de la conscience, qui permet de dire je. Et dans cette démarche d'accompagner des méditations, c'est facile de tomber dans le piège de dire j'enseigne la méditation. Je vous explique en quoi. À mon sens, on n'enseigne pas la méditation, on peut que accompagner vers. C'est-à-dire que la méditation, c'est un espace qui est libre de toute contrainte, parce que c'est la nature même de la conscience. Et on explore ça quand on est enfant, mais pas consciemment. Et l'idée de mon approche est motivée par l'observation que nous sommes loin de cet état et qu'il y a tout un tas d'obstacles qui nous éloignent de la méditation, c'est-à-dire la présence de l'enfant innocent, conscient, l'enfant pas vraiment conscient, mais cette conscience qui s'incarne. Et ces obstacles, on peut les rassembler dans le terme malheur, souffrance, maladie, ignorance. Voilà, il y a différentes émanations qui témoignent comme des symptômes, comme des alarmes de cette séparation avec la méditation. Autrement dit, un arbre, une fleur, un animal, une biche par exemple, sont en méditation. Ils ne savent pas faire autrement. Et la différence d'un humain entre un humain et un animal, à mon sens, c'est qu'un humain peut dire non à cet état de méditation. Et c'est ce qui lui permet donc, par contraste, d'avoir conscience d'être conscient. Un animal ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire non à son instinct, sauf par bribes. Un chien, par exemple, qui vit au contact des humains pendant toute sa vie, il va développer un mental semblable à un enfant de 5 voire 10 ans pour les chiens les plus éduqués. Mais ça reste très sommaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants, qu'ils ont moins de valeur. Au contraire, je pense que en tant qu'humain, on a plutôt intérêt à s'en inspirer parce qu'ils ont par essence, par nature, sans réfléchir, des états qui sont méditatifs. C'est pour ça qu'en Qigong, on enseigne la posture de l'arbre, par exemple, parce qu'en restant 20-30 minutes dans cette posture, en imitant l'arbre, c'est un peu comme l'enfant qui imite ses parents. Si le parent vit la compassion, l'amour, la joie, l'enfant, en l'imitant, va plutôt se diriger vers ces vertus-là et donc développer ces états de conscience. Que s'il imite la haine, il va se développer dans cet état-là et donc se faire du mal et faire du mal aux autres. Donc l'approche que je propose,
c'est vraiment d'inverser la tendance de nos habitudes, qui nous poussent toujours à extérioriser nos sens à l'extérieur, dans le monde, et à nous perdre. Parce que le monde met en valeur ce qui nous sépare de la méditation. Comme par exemple, fais des études et tu deviendras quelqu'un. Comme si on n'avait rien et qu'il fallait nous remplir de quelque chose, et qu'il nous manquait à la base quelque chose, et que grâce au diplôme, on allait devenir enfin quelqu'un, on allait enfin exister. Alors que l'enfant existe par nature. Il a déjà une sensibilité, une conscience qui ne demande qu'à germer dans le cœur. Le siège de la conscience, le chêne, dans la médecine chinoise, est dans le cœur. Et donc cet état-là, au contact du monde par contraste, va révéler donc les caractères de sa conscience et donc va faire un enfant plutôt un matheux ou un artiste, peut-être un enfant qui va être les deux, un autre qui va avoir l'intelligence de construire des maisons ou de la mécanique, ou quelqu'un qui va être plutôt à l'écoute, dans le soin, dans l'accompagnement des personnes, des êtres, etc. L'idée de l'approche que je propose, c'est de regarder ces fondements-là qui nous portent dans la vie et de voir sur quoi nous avons bâti notre structure. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, comment ça se fait que je pense ce que je pense? Comment ça se fait que je sens ce que je sens? Comment ça se fait que je veux ce que je veux? Et comment ça se fait que j'agis comme j'agis? Et ça, c'est pas anodin. Parce que le jour où je réalise ce qui motive ça, ce qui porte mes pensées, mes sentiments, mes volontés, mes actes, je peux voir si vraiment c'est moi ou c'est pas moi. Tant que je ne le regarde pas en face, je ne peux pas savoir. Pourquoi l'intérêt de savoir ça? C'est que finalement, on est tout de suite au clair du coup si notre vie, on est en accord ou pas. Parce que finalement, tant qu'on n'est pas en accord, on va tenter des nouvelles expériences, une incarnation, une autre, et puis tourner en rond, quoi. En fait, c'est comme à l'école, quand on n'a pas un examen, on redouble. Dans la vie, c'est pareil. On a ces expériences-là, et je pense que vous l'avez vu, on a des schémas répétitifs qui nous amènent donc à répéter l'expérience tant qu'on n'a pas compris, non pas comment l'autre fonctionne ou comment la situation fonctionne, mais comment nous sommes dans la situation. Quels sont les enjeux qui nous animent et nous motivent dans cette situation? C'est pas un travail d'analyse et de psychologie, c'est un travail d'écoute et d'observation. La différence, c'est que l'analyse et la psychologie font intervenir le mental uniquement, qui se base sur une méthodologie externe qu'on a pu recevoir de l'extérieur, comme à l'école, une manière de penser, comme un programme qu'on nous aura implanté, alors que l'observation, l'écoute, sont des choses qui viennent de la conscience, c'est-à-dire le cœur, naturellement, a des prémonitions, des intuitions, sans si c'est bon ou si c'est pas bon pour soi. Et en cultivant ça, tous les jours, dans chaque situation, on peut laisser la place pour que la conscience rentre dans le corps, et donc que le corps vive la méditation. Parce qu'au final, le but de la méditation, c'est pas de se prendre pour un maître éveillé, c'est d'avoir la joie de vivre cette vie et de vraiment profiter de notre vie et de savourer quand on mange un fruit de saison, de savourer quand la pluie tombe, de savourer quand il fait chaud, de savourer d'avoir un toit sur la tête, de savourer le chant des oiseaux. C'est-à-dire de rendre hommage à la vie, à la santé, à l'amour, pour que la vie, la santé, l'amour, tout ça puisse continuer de vivre sur Terre. Tout simplement. C'est très très simple. Et au final, ça nous fait vivre une vie très ordinaire, un peu comme un brin d'herbe au milieu d'un champ. Mais ça nous met à notre place. Et enfin, on peut,
comme le Bouddha l'enseignait, quand il était dans son corps, on peut mettre fin aux souffrances. Parce que finalement, c'est un peu ça qu'on cherche, quoi. Le bonheur comme remède universel à la souffrance. Voilà. Et l'idée, c'est de s'approcher de ça. Mais moi, je ne peux pas vous donner une pilule magique qui va faire jaillir la méditation en vous comme ça. Donc, je vous accompagne. C'est comme si je vous disais, venez, on va en randonnée. Mais si vous ne marchez pas jusqu'au sommet, vous ne marchez pas jusqu'au sommet. Si vous foulez une cheville sur le chemin, je ne vais pas vous porter. Je peux vous accompagner petit à petit. On peut recommencer. Je peux vous dire de revenir plus tard. Je peux vous proposer des méthodes thérapeutiques pour soigner votre cheville qui vous empêchent de marcher. Donc il y a des moyens pratiques et pragmatiques pour rejoindre le sommet. Mais c'est vous qui faites le chemin. Voilà l'idée de l'approche. Et pour ça, les chemins sont infinis. Donc les chemins sont infinis de la même manière que pour pratiquer la méditation, pour dire ça vulgairement, on peut être assis sur une chaise, on peut être assis par terre, on peut faire tout un tas de postures, on peut faire la vaisselle,